Madame et Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. 16 janvier 2001, 16 janvier 2026, les Congolais se souviennent, 25 ans après, de Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo de 1997 à 2001, qui fut assassiné le 16 janvier 2001 dans son bureau de palais des Marbres par l'un de ses gardes du corps. Que s'est-il réellement passé et quel est le parcours du musée Laurent Désiré Kabila? Les détails dans ces papiers. Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo de 1997 à 2001, après avoir renversé le maréchal Mobutu Sese Seko Kukuendo Azabanga, il fut assassiné le 16 janvier 2001 en pleine réunion avec son conseiller économique Mota dans son bureau du Palais de Marbre par l'un de ses gardes-corps, Rachidi Mizeli. Ce dernier a en son tour été abattu par le colonel Edi Kapent, de ses proches, quelques instants plus tard. Né le 27 novembre 1939 à Jadoville, actuelle Ikassi, dans le Haut-Katanga, Laurent Désiré Kabila traîne derrière lui un long passé de maquisard qui reflète sa lutte révolutionnaire. Son combat politique encore au début des années 1960 lorsqu'il intègre la gendarmerie katangaise dans les rangs de la jeunesse du parti Balubakat, Gébakat des Jason Sendwe. En septembre 1963, à la création du Comité national de libération, CNL, une formation politique nationaliste et révolutionnaire qui veut invincer par la lutte armée le gouvernement Adoula, il est l'un des cadres de ce mouvement. Il s'est rallié par la suite à l'insurrection déclenchée par les forces lombistes en 1964 et participe à la prise par l'armée populaire de libération de Bertheville, l'actuelle Kalemi, ancienne capitale du Nord Katanga. Il finit par établir son maquis aux alentours de Ewabora, à Fizi, dans les montagnes de l'extrême sud du Kivu. Il dirige ses nouveaux maquis avec ses alliés rwandais et ougandais. Lorsque Che Guevara le rencontre à Dar es Salaam en février 1965, il est de prime abord séduit par Laurent Désiré Kabila. Sorti soudainement de l'ombre en septembre 1996, il signe à Gisenyi, au Rwanda, protocole d'accord créant l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, FDEL, dont le Parti de la Révolution populaire, PRP, sa formation politique était membre. L'objectif visé est de mettre fin à la dictature mobutienne et d'instaurer un nouvel ordre politique au pays. Il refusera en 1992 de participer à la conférence nationale souveraine aux côtés d'autres opposants au régime Mobutu et conduite par l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Lors de la prise de Kinshasa le 17 mai 1997 par les troupes de l'AFDEL, il s'autoproclame président de la République. Le pays retrouve son nom d'origine, République démocratique du Congo. Le fleuve est à nouveau rebaptisé Congo. Le franc congolais se substitue à la monnaie Nouveau Zaïre. L'hymne national et la devise du pays sont aussi rebaptisés. En 1999, il abolit l'AFDEL, crée le CPP, Comité du pouvoir populaire, et fonde en 2000 un nouveau parlement formé de 3000 députés. Et c'est le 16 janvier 2001 qu'il est assassiné par son garde du corps. En ces 25e commémorations de cette triste disparition, les portes du Palais de Marbre ont été ouvertes aux visiteurs afin d'explorer le lieu où Musée Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Sur place, les modérateurs et guides de cette activité mémorielle a présenté Laurent Désiré Kabila comme un modèle de patriotisme, d'unité nationale, de souveraineté et d'intégrité territoriale, jusqu'au sacrifice suprême. À la question de savoir quel souvenir garde-t-on de musée Laurent Désiré Kabila, sa résistance à une première attaque du Rwanda, trouve-t-elle un écho dans le Congo d'aujourd'hui? Suivez la réponse du professeur et historien Isidore Ndawel de l'Université de Kinshasa. Souvenir que laisse Laurent Désiré Kabila est double. Le premier, c'est certainement le fait d'avoir permis à la société congolaise de renouer avec la mémoire de Lumumba, la mémoire de l'indépendance. Une mémoire qui avait été quelque peu occultée, manipulée, instrumentalisée pendant la longue période de Mobutu. Alors le deuxième élément qui est le plus popularisé, c'est le fait d'avoir laissé presque cette phrase répétée souvent par la jeunesse congolaise,
ne jamais trahir le Congo. C'est dire donc que dans toutes les difficultés qu'on peut avoir, des interventions extérieures, eh bien, quand on est Congolais, on doit retenir qu'il ne faut jamais trahir le Congo. Et que pour autant qu'on peut se permettre de juger le passé, oui, effectivement, il y a eu quelques erreurs. La première erreur, à mon avis, bien sûr, c'est de n'avoir pas pris la mesure exacte des agendas cachés que traînait son opération de la chasse de Mobutu avec des alliés encombrants et derrière ces alliés, toute l'armada des multinationales qui d'ailleurs étaient drôlement généreux lors de son opération de reconquête. Et puis deuxièmement, effectivement, comme vous le dites, en prenant le pouvoir, c'est d'avoir voulu absolument agir en solo. S'il avait pu renouer à ce moment-là avec toute la mémoire de la conférence nationale souveraine, avec les grands leaders de l'opposition de l'époque, notamment Antoine Gizenga et Etienne Tshisekedi, et prendre en charge l'acquis démocratique qui était déjà en place avec la conférence nationale souveraine, bien sûr, le scénario aurait pu être différent. Parce que en la matière, je pense qu'il a agi quelque peu comme Mobutu, estimant avoir réussi seul, il pouvait ainsi mener le pays à sa guise comme il le voulait, comme il l'entendait. Et donc, il y a eu ce début de la mise en place d'une nouvelle dictature. Comment l'agenda de cette guerre évolue spécialement dans le sens d'une succession de négociations et nous sommes dans la phase où il est question de plus en plus, suivant l'opinion congolaise, qu'il y ait une négociation interne pour qu'on arrive à une formule de sortie de crise également à l'amiable, à l'interne et sur le plan diplomatique, sur le plan international. Quel héritage nous a laissé Musée Laurent Désiré Kabila qui nous transmet ses combats, ses valeurs et ses rêves à ces questions? Junior Bolafa a attendu les micros à quelques acteurs politiques. Suivez leur réaction. On devait enseigner à tous les jeunes, à la population congolaise, quelle était la vision des musées Laurent Désiré Kabila. Leur expliquer son idéologie. Leur expliquer son idéologie vis-à-vis de la grandeur de ce grand Congo. Qu'aujourd'hui nous voyons ce Congo est en train de partir avec une mauvaise gestion et la manque de la vision de nos dirigeants que j'appelle, tous ce sont du PPRD, M. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila qui font également la même vision. Ce grand homme qui nous a quittés à ce jour, nous devrions avoir ceux qui les connaissaient très bien, qui étaient ses proches, notamment par exemple comme l'ex-ministre de la communication Didier Moumengi, prendre les jeunes comme dans les centres culturels, les expliquer quelle était la vision des musées, que voulait vraiment Musée pour ce Congo. Musée voulait la grandeur du peuple congolais, l'honneur du peuple congolais. Musée voulait à ce que le peuple congolais ou la population congolaise ou le Congo, pour dire en un mot, soit un pays totalement indépendant, indépendant économiquement, indépendant dans tous les sens, et que le Congo ne dépende d'aucun autre pays. Voilà ce que voulait Musée. 5e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Dans cet assassinat, juste après le contraire, les Congolais ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on puisse assassiner Laurent Désiré Kabila. Et raison pour laquelle nous autres là avons exigé la réouverture de ce procès pour qu'on sache réellement la vérité sur son assassinat. Et aujourd'hui, notre pays traverse une situation très délicate. Et je demande aux Congolais d'être attentifs à la réunion qui aura lieu demain, 17 janvier, au Togo. Ce que nous retenons de Musée, son courage, sa proximité avec la population. Musée était aimé par le peuple, mais à côté, nous dégageons aussi les erreurs de Musée qui a conduit notre pays dans les conditions que nous nous retrouvons aujourd'hui. Est-ce que c'était opportun de chasser Mobutu qui était déjà affaibli par des armes? Est-ce que c'était important d'aller
pactisé avec le Rwanda pour faire partir Mobutu. C'était quoi la vérité de ces deals-là? Vous voyez, donc nous continuons à payer jusqu'aujourd'hui les erreurs de Musée Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, il fut président de la République démocratique du Congo. Il est soi-disant libérateur pour certains, parce qu'il a renversé le système Mobutu avec une armée, on croyait être police au sens du mot, protéger nos territoires et la population. Hélas, cette armée nous a encore occasionné des histoires que nous vivons aujourd'hui comme conséquence. Entre autres, il y a l'infiltration, il y a les brassages, il y a les mixages. Suite à ce que Musée Laurent Désiré Kabila il a conclu avec certains pour accéder au pouvoir. Aujourd'hui, Musée il a servi le pays comme un ancien président de la République. Nécessairement, nous devons jeter nos pensées à lui, mais dire qu'un libérateur pour le Congolais, en tout cas moi dans ce cas-là, je ne partage pas. Je pense que les Congolais ne pourront rien retenir du Musée Laurent Désiré Kabila. Parce que Musée Laurent Désiré Kabila, c'est lui le véritable mal. C'est lui qui a trahi la République. C'est lui qui a entraîné en fait qu'on puisse subir tout ce que nous subissons aujourd'hui. À quoi est bon d'appeler Musée Laurent Désiré Kabila héros national? Est-ce que par définition, un héros national, c'est celui qui a apporté quelque chose de bon pour son pays? Mais qu'est-ce que Musée Laurent Kabila a apporté pour la République du Congo? Parlant des valeurs de Musée Laurent Désiré Kabila, assassiné il y a 25 ans, M. Samuel Nkoko, acteur de la société civile, parle de lui comme un modèle. Ainsi dénonce-t-il le complot international ayant conduit à sa mort. Suivez-les au téléphone de Junior Bolafa. La lutte de Musée, c'était laquelle? Musée était un révolutionnaire. Quelqu'un qui était pris par ses sentiments de pouvoir mettre fin ou créer une rupture entre une domination occidentale et un pillage entraînant un appauvrissement total des richesses nationales. Voilà pourquoi Musée, à son accession au pouvoir, à la magistrature suprême, après une révolution qui a mis fin à plusieurs années de dictature, il a mis en place un système qui tendait à pouvoir redonner aux Congolais leur indépendance, surtout sur le plan économique, par rapport aux richesses qui engrangent notre pays. Cette position lui a valu une ostracisation totale de la communauté internationale. Musée a été rejeté, Musée a été isolé, et cet isolement a conduit à quoi? À la mise en place d'un plan macabre qui a conduit fort malheureusement à son élimination physique. Et c'était tout simplement parce que, par une voix forte, il a voulu prendre des positions pour accorder aux Congolais la jouissance pleine et la plénitude de jouissance, autrement dit, des richesses de notre pays. S'il y a quelque chose que nous devons retenir de Musée en ce jour, c'est quoi? C'est qu'il faudra retenir que la lutte de Musée était celle de nous faire comprendre à nous tous, les Congolais, premièrement, que nous ne devons jamais trahir ce pays. En s'entend, Musée ne cesse de dire que nous ne devons pas dépendre de la communauté internationale. Voilà pourquoi Musée nous avait demandé de nous prendre en charge. A mis en place plusieurs stratégies qui sont aujourd'hui même au profit de l'actuel régime. Prenons le cas du service national. Le service national a été une des œuvres de la révolution ou du résultat de la révolution de Musée Kabila. Parce qu'au travers de cette structure, nous avons pu être en mesure de pouvoir répondre ne serait-ce que à la suffisance alimentaire du peuple congolais sur le territoire national. Ce qu'il faudra retenir aussi d'autres de Musée, c'est l'amour de la patrie. Nous devons être des Congolais épris d'amour. Nous devons être Congolais conscients des réalités et du combat qui est le nôtre. Nous devons être des Congolais qui soient en mesure d'être caractérisés par une maturité. La crise à l'est de la République démocratique du Congo est au centre d'un sommet de haut niveau à Lomé au Togo sous l'égide de Faure Gnassingbé.
médiateur désigné par l'Union africaine. L'objectif est d'harmoniser les processus dispersés de Luanda, Nairobi et au-delà de relancer un dialogue régional cohérent et efficace face à l'instabilité persistante. Lomé, capitale du Togo, accueille 2 jours durant, du 16 au 17 janvier 2026, sous l'égide de Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union africaine, un sommet de haut niveau sur la crise à l'est de la République démocratique du Congo et de la région de Grand Lac. L'objectif principal est d'harmoniser les processus dispersés de Luanda, Nairobi et au-delà, et de relancer un dialogue régional cohérent et efficace face à l'instabilité persistante. Ainsi, les membres de la délégation de l'Union africaine, incluant le président de la commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, sont arrivés jeudi à Lomé. Ils ont été accueillis à l'aéroport international Basingé Yadema par le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet. Au palais présidentiel, Namoud Ali Youssouf a été reçu par Faure Gnassingbé de consultations approfondies sur l'avancement des efforts africains visant à restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est congolais. Cette réunion réunit un panel d'éminents anciens chefs d'État mandatés par l'Union africaine pour obtenir la médiation par des engagements de haut niveau, la consolidation de la confiance et la coordination régionale. Il s'agit notamment de Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Sahle-Work Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie, Mokwechi Masisi, ancien président de Botswana, Catherine Samba-Panza, ancien président de la République centrafricaine. Au programme de ces 2 jours, clarifier le rôle de multiples médiations, renforcer la coordination entre les organisations régionales et l'Union africaine, favoriser la confiance entre les parties prenantes, accélérer la mise en œuvre des engagements pris, y compris les cessez-le-feu et accords bilatéraux. Notez que cette initiative s'inscrit dans une dynamique diplomatique intense depuis le début de 2026, marquée par la visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à Lomé le 12 janvier pour des consultations bilatérales avec Faure Gnassingbé, suivi d'échanges à Luanda. Le VPM des transports, voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo a procédé jeudi 15 janvier 2026 à une séance de travail avec le DG de la RVA, les représentants de la firme Hawaii LTD et la DG de l'ANAT ainsi que les experts. L'évaluation de l'état d'avancement des travaux de construction de l'aérogare moderne et de l'aéroport de Bouindé, province d'Achouapa, était au menu des échanges. Maxime Makabo. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a présidé mercredi dernier une séance de travail consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement des travaux de construction de l'aérogare moderne de l'aéroport de Bouindé dans la province de l'Achouapa. Cette rencontre s'est déroulée en présence du directeur général de la RVA, Louis-Blaise Lolondele, des représentants de la firme AIA LTD, Blaise Lombé, directrice générale de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire ANAT, Madame Karine Odiemba, ainsi que des experts. Le contrat de construction de cette infrastructure signé le 22 avril 2022 pour un montant de 2,87,229,000 $ américains liés à la RVA-SA en qualité de maître d'ouvrage délégué et des travaux sous la maîtrise d'œuvre de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. La date de livraison initialement fixée au 1er novembre 2023 n'a pas été respectée, l'exécution du contrat ayant connu un retard dans sa mise en œuvre. Il s'agit d'un contrat clé en main pour lequel le gouvernement central a versé l'intégralité des fonds à l'entreprise AWA LTD. À ce jour, l'ouvrage n'a pas encore été livré. C'est dans ces contextes que le vice-premier ministre a convoqué cette réunion en vue d'obtenir des éclaircissements de l'ensemble des parties prenantes. À l'issue des échanges, il a instruit les responsables de l'entreprise AWA LTD de finaliser les travaux dans le meilleur délai. Le mobile de la réunion, on a été convoqué par le vice-premier ministre, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, pour discuter de tout ce qui a trait à la construction de l'aérogare de Bouindé, dans la province de l'Achouapa. Et voilà, c'était une réunion tripartite entre la RVA, l'entreprise de construction AWA, et maître d'œuvre ANAT.
Et voilà, nous avons eu des discussions, nous nous sommes convenus que l'entreprise AWAC de construction puisse achever ses travaux. Parce que ça fait quand même depuis 2022 qu'on a commencé ces travaux et ça a pris beaucoup de temps. Donc, ils doivent achever rapidement leurs travaux qui sont commencés. Notez que la reprise des travaux est annoncée dans les prochains jours. La République démocratique du Congo célèbre chaque 17 janvier la mort du premier ministre Patrice Emery Lumumba. Cette année 2026, c'est la 65e commémoration de l'assassinat de l'un des pères de l'indépendance du Congo, mais aussi une figure emblématique des indépendances africaines. Autre détail dans ces papiers de Gisèle Etoko. Le tout premier ministre de la République démocratique du Congo a été assassiné il y a 65 ans à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, dans le Katanga. Le 17 janvier 1961, Lumumba, ce grand combattant pour l'indépendance du Congo, pour la justice sociale et pour l'internationalisme, a été torturé puis exécuté en compagnie de plusieurs de ses camarades par des dirigeants congolais, complices de puissances occidentales, ainsi que par des politiciens et de militaires belges. Lumumba n'avait que 35 ans et aurait pu continuer à jouer un rôle très important tant dans son pays qu'en Afrique et au niveau mondial. Patrice Emery Lumumba a été destitué en septembre, placé en résidence surveillée, puis détenu à Tisville, avait été envoyé au Katanga le 17 janvier 1961. 5 heures après son arrivée sur le sol katangais, il était mis à mort avec ses deux compagnons, Maurice Polo et Robert Okito. Père de l'indépendance du Congo, Patrice Emery Lumumba est aussi une figure emblématique des indépendances africaines. Les discours qu'il avait prononcés le 30 juin 1960 au cours de la cérémonie célébrant l'indépendance de l'ex-Congo belge est resté dans les annales. Lumumba y rappelle la longue lutte ardente et idéaliste du peuple congolais jusqu'à la souveraineté. Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Né le 2 juillet 1925 dans le village Onaloa, province de la colonie du Congo belge, Patrice Emery Lumumba, de son vrai nom, Elias Okita Sombo, grandit dans une famille modeste, fils d'un père paysan chrétien. Recevra une éducation de base dans des écoles missionnaires chrétiennes. Élevé doué, il est distingué et rejoint le rang des évolués, petite population d'indigènes que le pouvoir belge pensant à laisser s'élever dans la société coloniale. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion qu'une de ces unités déployées à Bukama dans la province du Haut-Lomami a été attaquée par les éléments d'un groupe armé identifié sous l'appellation Mai Mai Zulu. Les bilans provisoires fait état de 4 assaillants neutralisés et 3 blessés. Du côté de FARDC, un militaire a été blessé. Les FARDC rassurent les populations de Bukama et ses environs que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour garantir la sécurité et l'ordre public afin de lui permettre d'évacuer librement à ses occupations. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont dans un communiqué vendredi accusé l'armée rwandaise et ses alliés du groupe armé M23FC de pillages et violences sexuelles contre des civils dans la ville d'Ouvira. L'armée congolaise affirme que, contrairement aux annonces de retrait, les forces qu'elle qualifie d'agression demeurent présentes dans la ville et poursuivent leurs actions contre les populations locales, précisant que, contrairement aux annonces de retrait, des militaires rwandais sont présents à Ouvira et se livrent à des actes de pillage.
On observe des immondices ça et là après la pluie, très souvent liés au caniveau bouché, qui est la conséquence des jets des immondices sur la voie publique. Voilà les motifs de l'interpellation aux personnes qui font cette mauvaise pratique et antipatriotique. Nancy Leka nous en parle. Un phénomène bizarre prend de plus en plus d'ampleur à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Curieusement, lorsqu'il pleut, certains Kinois saisissent cette opportunité pour se débarrasser de leurs ordures en les déversant dans les caniveaux ou sur la chaussée, bref, sur la place publique. Cette situation est à la base du bouchage des caniveaux et de l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa et constitue une des causes des inondations à répétition et la destruction des routes. Ce mauvais comportement est notamment favorisé par la complaisance du service de l'État en charge de l'hygiène et de la salubrité publique qui ne fait plus des contrôles dans les parcelles comme ce fut le cas sous la Deuxième République. C'est ici donc l'occasion d'interpeller la police d'hygiène à jouer correctement et pleinement son rôle dans pareil cas. Cette dernière devrait arrêter et sanctionner sévèrement toutes les personnes qui s'aventurent à jeter les immondices ou les déchets sur les caniveaux ou sur la chaussée, c'est là pour mettre fin à ce phénomène. Une campagne d'éducation civique et de sensibilisation de la population au respect des règles d'hygiène et de la salubrité publique est également recommandée comme l'une des solutions. Nous sommes arrivés au terme de cette grande édition, Madame et Messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis, mais également à Bruno Nzingakete à la régie finale.